Chaque jour, des individus meurent à travers le monde à la suite des intoxications et la ville de Lubumbashi n'est pas épargnée. Plusieurs familles se retrouvent ainsi privées de leurs membres faute d'une prise en charge adaptée. Dans ce nouveau numéro de votre magazine Diagnostic, nous essaierons de vous parler de la gestion des intoxications au Centre médical Diamant. Bienvenue à tous. Merci à vous tous qui vous installez pour suivre ce nouveau numéro de votre magazine Diagnostic. Comme nous vous l'avions annoncé, aujourd'hui particulièrement, nous vous parlons d'un sujet sensible. Il s'agit bien des intoxications aiguës. Notre invité s'appelle Dr Iteke Fefe. Il est urgentiste, c'est un professeur. Vous avez eu à le découvrir lors de la dernière émission. C'est avec lui que nous poursuivons cette émission. Docteur, merci de nous accorder cet entretien. Merci beaucoup, madame. Pouvons-nous savoir qu'est-ce qu'on appelle intoxication aiguë? Merci. L'intoxication aiguë, c'est un terme qui porte un peu à confusion, mais pour nous cliniciens, pour nous praticiens de médecine intensive, on définit une intoxication aiguë comme étant un état consécutif à la prise d'une substance psychoactive et qui est susceptible d'entraîner des différentes perturbations sur les systèmes, les organes nobles dont je vous ai dit, et même plusieurs systèmes à la fois. Faire devant une intoxication, lorsqu'il n'y a pas eu de témoins, comment vous parvenez à reconnaître les signes? Parce qu'à la maison, on sait voir que l'enfant a inhalé peut-être du javel. Là, on est témoin, on pourra bien expliquer. Au cas où il n'y a pas eu de témoins, comment vous faites par rapport à la reconnaissance des signes? Très bien, madame. Je pense que c'est une question très capitale parce que c'est un peu le calvaire que nous vivons aux urgences ou en réanimation quand nous recevons des cas d'intoxication aiguë. Je vous ai dit que ça peut être criminel. En ce moment-là, très souvent, la victime ne connaît pas la nature du produit. Très souvent aussi accidentel. C'est un enfant qui est en train de jouer, il ramasse au passage quelque chose et les parents peuvent peut-être voir que c'est une poudre. Mais donner la composition et tout ça, ça devient un peu compliqué et c'est très difficile. Maintenant, comment nous nous orientons aux urgences? C'est qu'il y a une constellation de signes, un groupe de symptômes que présente le malade et qu'on qualifie en termes de toxidrome ou toxicodrome. Et c'est en fait l'ensemble des signes mis ensemble peuvent nous orienter vers un type de toxique donné. C'est très important, c'est une démarche incontournable dans les urgences toxicologiques, mais néanmoins, les symptômes sont très souvent regroupés par système. Il y a ceux qui viennent avec de signes tout à fait neurologiques. Et là, vous voyez très souvent certains gaz combustibles. Le monoxyde de carbone, c'est très fréquent avec nos bus qui dégagent un peu trop de fumée. Ou ceux qui dorment avec de la fumée dans la maison, les mbaboulas et tout ça. Il y a ceux qui viennent avec des signes cardiovasculaires. C'est très souvent des gens qui sont intoxiqués aux produits qui sont cardio-actifs. Il y a d'autres qui viennent dans des tableaux respiratoires, digestifs. Mais tout compte fait, nous essayons de réunir ces symptômes et à l'aide d'un livre qui nous aide beaucoup ici aux urgences au centre médical Diamant, c'est les Bismuth. Et ce livre regroupe ensemble certains symptômes et donne des orientations diagnostiques, voire même thérapeutiques en termes d'antidotes ou des gestes à éviter devant ces groupes de symptômes. Donc c'est comme ça que nous nous débrouillons, mais est-il que c'est une démarche très compliquée parce que n'ayant pas été témoin, mais aussi ne connaissant pas la composition, la vraie composition des produits que le patient aurait pris.
Docteur, vous avez évoqué les différents signes qu'un intoxiqué peut présenter. Quand on est à la maison face à une intoxication, ou même si on ne connaît pas qu'il s'agit de l'intoxication, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de premier secours quand on est en train d'acheminer le malade à l'hôpital? Très bien, madame. En termes de premier secours, nous avons toujours notre ABCD qu'on utilise aux urgences. C'est qu'on ne panique pas, on appelle au secours et on met le malade en position de sécurité. Ça veut dire on le met de côté, et de préférence c'est du côté latéral gauche. Vous pliez la jambe droite sur la cuisse droite et on met la tête légèrement en extension en ce moment-là. Et si vous avez, que ce soit une cuillère ou une compresse ou une canule, on peut mettre dans la bouche pour éviter à la langue de basculer et obstruer les voies respiratoires. Oui. Alors, si votre malade ne respire pas, il y a des gestes tels que le bouche à bouche, pour essayer de donner des insufflations au patient le temps que le secours arrive. Et là, vous ne risquez pas de vous intoxiquer aussi? Bon, pas vraiment parce que le produit est déjà parti. Peut-être qu'il y aura une petite odeur, mais le produit sera déjà parti. Et là, vous n'allez pas, c'est déjà dans la circulation ou ça a traversé déjà les tubes digestifs. Non, c'est pas Covid. Donc, mais par contre, l'un des inconvénients de cette méthode, justement, c'est de se contaminer par autre chose. Ça peut être la tuberculose. Mais ce qui est mieux, voilà, c'est d'appeler, d'alerter. On peut donner des insufflations au malade, ce qu'on appelle le bouche à bouche. Nous pensons qu'on organisera des émissions comme ça, un peu en termes de simulation, pour montrer au grand public quelques gestes d'urgence qui peuvent sauver. Il y a aussi quand le cœur ne bat pas, il n'y a pas de pouls, qu'on parle très souvent ici au niveau carotidien, voire fémoral. S'il n'y a pas de pouls, on peut commencer déjà le massage cardiaque. C'est 30 massages cardiaques faits correctement contre 2 insufflations, le temps que le secours arrive. Mais si le cœur bat, le malade respire, mais du coup, il devient confus, il présente un malaise, on le met en latéral, la jambe droite pliée sur la cuisse droite et la tête légèrement en extension. Et quand on arrive en milieu hospitalier, qu'est-ce qu'on fait pour sauver les victimes d'intoxication, surtout ici au Centre Médical Diamant? Alors, ici au Centre Médical Diamant, comme je vous l'ai dit, nous sommes organisés d'abord à une réception préhospitalière. Donc, si vous venez déjà avec notre ambulance, les premiers soins vont commencer déjà depuis le domicile et jusqu'ici. Mais pour des admissions spontanées, tous ces patients passent d'abord dans la salle de déchocage. Et dans cette salle, nous procédons à un système de monitorage. Là aussi, ça va nous aider déjà à nous orienter vers un toxidrome. Et vers un toxidrome, on peut déjà envisager un traitement antidotique donné. Alors, on essaie de voir quelles sont les différentes détresses que le malade présente. On fait différents prélèvements et je vous rassure que nous faisons des examens toxicologiques approfondis ici et on est en mesure de détecter au moins 92 toxiques, voire même les regrouper. Par exemple, si c'est à base de cyanure, si c'est à base d'aluminium ou d'autres métaux lourds, si ce sont les organochlorés ou phosphorés, notre laboratoire est à même de regrouper. Et là, ça nous aide en tant que cliniciens d'orienter non seulement un traitement de décontamination, parce que le principe ici, c'est d'éviter tout ce que nous voyons à la cité, chercher à faire vomir le malade. Ça, c'est très dangereux parce que ces vomis peuvent aller dans les poumons. Et vous savez très bien que le contenu gastrique est très, très acide. Et ça peut brûler les poumons. Et là, vous aggravez encore le tableau du patient. Il faut éviter de donner, c'est pas du lait, de l'eau, tout ce que les gens font. Il faut aller aux urgences
hein, les urgences qui organisent des soins de toxicologie adéquats. Alors, si nous détectons le toxique, nous voyons si l'heure de la prise, là aussi c'est important, bien que chez les enfants, bon, ils ne parlent pas, on ne saura pas, mais on essaie quand même de faire des estimations. Nous voyons si on est encore dans les 4 heures, l'heure supposée avant une vidange gastrique complète, nous pouvons faire un lavage gastrique. C'est à la fois un geste thérapeutique, mais aussi un geste diagnostique. Au moins, quand nous posons la sonde, hein, nous utilisons une grosse sonde qu'on appelle la sonde des Fauchères, vraiment une grosse sonde, et nous voyons ce qui revient. Déjà, à l'aide de la couleur, de l'odeur et tout ça, nous pouvons déjà nous faire une idée aussi du toxique ingéré ou administré. Alors, si c'est au-delà de 4-6 heures, vous voyez que le produit a déjà traversé, il est dans les intestins. Là, on fait ce qu'on appelle une entérodialyse. Donc, il y a des petits comprimés qu'on appelle le charbon activé. Nous en avons ici. C'est des petits comprimés noirs. On essaie de les écraser. Soit on les fait passer par la sonde, ou carrément le malade peut prendre directement. Alors, ce produit, c'est comme un chélateur, c'est un absorbant. Donc, il va arriver au niveau du tube digestif et aller récupérer le produit. Il le colle, donc il absorbe et le tout sera éliminé dans les selles donc, au même moment. Pourquoi cela? Parce qu'en toxicologie, le principe est clair. Il faut chercher le toxique partout où il peut être. Il peut se trouver. Donc, estomac, intestin, foie, rein, ainsi de suite. C'est pourquoi, au-delà de cette étape, si le produit est déjà plus loin, j'ai vu déjà en France, ils font la dialyse hépatique, la dialyse au niveau du foie. Mais là où nous n'avons pas de moyens, et si les signes que le malade présente sont importants et ne s'amendent pas déjà avec le traitement symptomatique, par exemple l'oxygène, quelques perfusions, quelques vitamines, le lavage gastrique, ça n'améliore pas. Le charbon activé, ça n'améliore pas. On peut même aller jusqu'à indiquer des dialyses. Le malade peut passer par des séances de dialyse. Donc, le grand principe, c'est celui-là. On conditionne le malade. Il y a un traitement symptomatique. Les prélèvements sont déjà partis. On attend les résultats. Alors, le toxidrome ici est vraiment important parce qu'il y a des contre-indications au lavage gastrique, par exemple. Quelqu'un qui a pris des produits acides, des produits basiques, hein, notamment l'eau de javel, l'acide sulfurique et tout ça. Normalement, le lavage gastrique est contre-indiqué. Un patient qui est inconscient, on ne doit pas faire le lavage gastrique si on ne maîtrise pas les voies aériennes. Donc, au besoin, il faut mettre un tuyau dans la trachée. Et là, vous commencez. Donc, on ne fait pas le lavage gastrique chez un patient inconscient qui a consommé des produits acides et tout ça. Donc, vous voyez que la démarche est... Et c'est à ce moment-là où les gens commettent beaucoup de fautes. Parce qu'on va laver ce qu'on ne devait pas laver, on va donner ainsi de suite. Et in fine, ce qui est mieux quand le labo vous répond. Par exemple, le malade a pris 10 comprimés de Valium. Le Valium, le diazépam, c'est de la famille des benzodiazépines. Alors, ces médicaments ont un antidote. Ici, chez nous, qu'on appelle le flumazénil, ça existe sous forme injectable. Et là, on donne maintenant le traitement antidotique. Si par exemple, il a pris les opiacés, la morphine, ou je ne sais pas, maintenant vous savez que les produits illicites circulent et tout le monde peut s'en procurer pour plusieurs fins. Alors, si ce sont des opiacés, nous avons des antidotes, un antidote qu'on appelle naloxone, et ainsi de suite. Donc, là, c'est l'idéal et je pense que ici, notre laboratoire de toxicologie nous aide beaucoup et ça nous facilite la tâche. Et à l'attention de la population qui est en train de nous regarder, quel bilan vous faites de la gestion des intoxications ici chez vous? Merci madame. Le bilan il est criant, il est catastrophique parce que sur 2 ans,
quand nous prenons intoxication et envenimation par morsure, en ce qui concerne les intoxications aiguës, les intoxications médicamenteuses prennent la première place, ok, et c'est très souvent accidentel, ok, mais quand même chez les adultes, c'est beaucoup plus des intoxications volontaires, et là c'est le sexe féminin qui est prédominant. Alors les produits en cause, c'est beaucoup plus les tranquillisants qu'on utilise à la maison, les benzodiazépines et dérivés. Nous avons aussi le paracétamol, parce qu'il est d'accès facile, on en trouve un peu partout, oui. Il y a les produits qui tuent les rats, les raticides. Explicitez un peu le paracétamol. Ça peut tuer? Oui, le paracétamol peut tuer. Et actuellement, si vous sculptez la littérature, c'est la principale intoxication médicamenteuse. Mais parce on raconte que le paracétamol ne nuit pas. Non, ça nuit, madame. Ça nuit et j'ai vu plus de 7 patients partir comme ça suite à l'intoxication au paracétamol. En fait, ce que les gens essaient de confondre, c'est surdosage et intoxication. Surdosage, donc on veut prendre 5-6 comprimés de paracétamol, vous êtes juste, vous n'avez pas encore atteint la dose toxique. Mais de plus en plus, à l'époque on parlait de 10 grammes, mais maintenant même en fonction de certaines susceptibilités, au-delà de 8-9 grammes de paracétamol, nous entrons dans la dose toxique. Le paracétamol, de par le stress oxydant qu'il entraîne au niveau du foie, il détruit les cellules du foie et le malade va devenir jaune dans un premier temps. Il présente une jaunisse, une fatigue intense, des vomissements et après les troubles neurologiques vont s'en suivre, une insuffisance rénale et c'est vraiment incriminé le paracétamol. Et là, surtout si le malade est encore alcoolique, avec un foie fragile, le paracétamol devient encore, l'intoxication au paracétamol devient encore très compliquée. Mais néanmoins, il y a son antidote qu'on appelle le N-acétylcystéine, le Flumicil, le Mucomyst. Nous avons tous ces antidotes ici au centre médical Diamant. Mais c'est question, comme je vous l'ai dit, de connaître les produits en cause. Oui. Très souvent, quand il s'agit des dames qui le font pour dissuader leur mari, je m'excuse de faire cette illustration, elles n'avouent pas. Elles font un mutisme, elles ne donnent pas les produits. Et là, très souvent, on est confus. C'est quand on fait peut-être le lavage gastrique. Mais il nous arrive aussi, très souvent nous-mêmes, sur un faisceau d'arguments, de diagnostiquer, de donner des hypothèses diagnostiques, et nous donnons des antidotes comme ça, de façon présomptive. Et bon, on s'en sort. Je me rappelle, lors des fêtes, il y a un jeune, je pense, qui avait combiné beaucoup de choses, Valium, il avait fumé sûrement du chanvre, et il présentait au moins les 2 toxidromes, opiacés et benzodiazépiniques. Nous avons donné les 2 antidotes à la fois et il est sorti de son coma. Les détresse respiratoires s'étaient amendées. Alors, en milieu de réanimation, nous avons eu quand même des gros cas d'intoxication au monoxyde de carbone. C'était un jeune de 24 ans. Je pense qu'il avait allumé le groupe électrogène dans la maison et il s'était emporté dans son sommeil. Et le matin, l'entourage s'est rendu compte que toutes les portes étaient fermées, personne ne bougeait. Et quand ils ont forcé les portes, ils l'ont trouvé en coma. On l'avait sauvé de justesse ici, mais il a fait plus de 7 jours en réanimation. Et cette circonstance est vraiment beaucoup plus rencontrée avec les vieux véhicules ou des gros camions qui fument, oui. Ou les gens qui préparent toute la nuit les haricots dans leur maison et ils s'enferment. En dehors de ça, il y a quelques intoxications, bon, on ne dira pas criminelles, mais c'est peut-être les malades qui vous donnent le contexte. Mais quand nous faisons quelques tests, nous détectons quand même soit de la cyanure, nous détectons certains métaux lourds,
Mais nous, en tant que médecins, nous ne pouvons pas taxer ça. Ça, c'est médico-légal, donc il faut des experts en la matière. Nous, notre travail, c'est de détecter les signes qui nous dirigent vers un toxique et la prise en charge, partant de la prise en charge symptomatique, la décontamination et la prise en charge antidotique, voire d'autres complications. Professeur Iteke, arrive-t-il qu'un patient suive un traitement à vie en cas d'intoxication? Oui, madame. Traitement à vie en cas d'intoxication, c'est surtout lorsque le toxique a entraîné des dégâts importants, laissant peut-être quelques séquelles. Je vous donne un exemple, une insuffisance rénale qui n'est pas maîtrisée dans sa phase aiguë et essaie de se chroniciser. Et en ce moment-là, ce patient, par exemple, va suivre des séances de dialyse à vie. À vie, oui. Donc, et il y a plusieurs dysrégulations qui peuvent se créer comme ça. Une atteinte du foie, par exemple, une hépatite médicamenteuse, peut évoluer vers une cirrhose. Et ça, c'est des maladies qui doivent être suivies sur la durée parce que vouées d'une mortalité importante. Professeur, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de prévention en ce qui concerne les intoxications? À la maison, il y a des enfants qui inhalent des substances qui sont nocives. Nous, qui sommes grands, nous circulons un peu partout. De quelle manière on peut prévenir les intoxications? Ok, merci madame. Je pense que je ne vais pas enfreindre à la belle phrase au dicton latin qui dit que Nemo auditur turpitudinem suam allegans. Donc nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Mais si nous partons de nos statistiques de ces 2 ans d'existence ici au centre médical Diamant, sur les 147 cas au moins reçus, nous pensons qu'il y a le monoxyde de carbone, le paracétamol, les benzodiazépines, et quand vous voyez tout de suite, ce sont des médicaments aujourd'hui d'accès facile. Donc l'autorité de régulation doit déjà lutter à ce que les produits illicites, les médicaments illicites, parce que l'OMS a déjà signalé tous ces produits, c'est légiféré, et même au niveau de notre pays, tout est connu, c'est de bien réguler la vente des médicaments dans des officines. Exiger une ordonnance médicale, pas ce qu'on voit, madame, une ordonnance sans cachet ou signature ou le numéro d'ordre du médecin. Et donc, ailleurs même, on exige le contact du médecin parce que la pharmacie peut le contacter, confirmer. Donc, ce sont des choses... Pourquoi? Parce que on se rend compte que tous ces médicaments sont d'accès très facile. Et ce qui fait à ce qu'on les utilise dans plusieurs fins, comme je vous ai dit, soit d'autolyse, soit criminelle, ainsi de suite. Alors, le monoxyde de carbone, il faut faire très attention, il faut aérer nos maisons, éviter là, ce phénomène de préparer la nuit et laisser les mbaboulas et tout ça. Mais nos véhicules aussi doivent être un peu assainis, parce qu'on avait une dame qui avait fait un long trajet sur le véhicule et elle est venue ici avec vertige, étourdissement, et c'était l'intoxication au monoxyde de carbone. Pour les tout petits, un plaidoyer, c'est que les parents doivent éloigner justement tous ces médicaments, ils doivent mettre très loin, mais aussi les raticides, les médicaments qu'on utilise pour tuer les rats dans nos maisons. Les produits agricoles et tout ça, ça doit vraiment rester à l'abri des enfants, des tout petits. Donc cela, c'est l'assainissement, l'hygiène, mais aussi la vigilance. Par contre, ceux qui tentent de le faire pour se donner la mort parce qu'ils sont déçus, ainsi de suite, nous disons... nous leur demandons aussi de faire très attention parce que très souvent quand ils reviennent à la raison, les complications sont déjà importantes et c'est tout le monde qui regrette en ce moment-là.
Et docteur, actuellement avec l'empoisonnement qui s'est accru, il y a plusieurs thèses à travers la société. On raconte qu'il faut se promener avec sa bouteille de miel. Est-ce que le miel a un impact sur la gestion de l'empoisonnement? Oui, madame, si nous parlons sous l'emprise peut-être de la littérature, c'est que il n'y a pas eu d'étude qui ait prouvé cela. Vous comprenez très bien, on doit rester scientifique. Oui. Mais je pense que intoxication, aller directement vers une structure, que ça soit, comme on l'a dit dans la Bible, en pensée, en parole et tout ça, par action, voilà. Nous recevons de plus en plus des patients qui arrivent, qui pensent qu'ils auraient ingéré ou qu'ils ont été piégés, ou qu'on leur a donné quoi que ce soit. Alors, dans notre gamme de toxicologie, nous essayons de chercher les toxiques. Comme on l'a dit, s'il y a déjà des symptômes, nous voyons quel antidote, par exemple, de façon hypothétique d'abord, donné, et à la fois, ça sera diagnostique et thérapeutique si ça a amendé les symptômes. C'est vrai, les intoxications à but criminel, ça existe et c'est devenu monnaie courante, mais aussi la psychologie, et ça crée une psychose pour dire qu'après une fête, quand on présente une petite diarrhée, on pense qu'on a été empoisonné. Bref, le bénéfice doit rester, donc le doute doit bénéficier au malade. Oui. Je vous l'avais dit la dernière fois, quand le malade arrive dans un tableau complexe, nous faisons directement ce test toxico pour voir quel toxique on peut détecter. Donc l'hypothèse d'intoxication reste toujours chez les malades que nous recevons aux urgences, surtout en coma. Et surtout un coma qui est plus métabolique. Cette hypothèse est toujours posée. Et voilà. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup, madame. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous savoir nombreux à suivre ce magazine qui s'est attardé sur les intoxications aiguës et vous avez eu les réponses qu'il vous fallait. Nous disons merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. John Malandi était derrière les caméras et à la réalisation. Au revoir et à la prochaine.